Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022 et de vivre le mieux possible la pandémie, les élections et le reste. Nous, on se retrouvera normalement chaque semaine pour de nouvelles émissions consacrées à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire. Pour cette première émission de l'année, une dédicace particulière aux doctorantes et aux doctorants, à qui on souhaite le meilleur pour la recherche, l'écriture, la soutenance et la suite. L'épisode du jour, en effet, parle de thèse en histoire. Je vous propose une émission un peu inhabituelle, pas un long entretien, mais un bref témoignage d'une grande historienne. J'ai interviewé Michèle Perrault dans le cadre d'un documentaire que je vous proposerai d'ici quelques semaines sur le livre collectif qu'elle a dirigé avec Georges Duby, sorti il y a un peu plus de 30 ans dans sa version française, Histoire des femmes en Occident. Et avant cela, je vous propose d'écouter un petit extrait au détour de cet entretien qui porte sur la thèse de Michèle Perrault, Les ouvriers en grève, et son directeur de thèse Ernest Labrousse, pour donner un éclairage sur une figure historiographique centrale du XXe siècle, mais aussi sur la façon dont se faisait une thèse, dont fonctionnait l'université dans les années 1960-1970. Je vous conseille pour prolonger de lire la biographie d'Ernest Labrousse qui figure sur le site du Métron, les entretiens avec Ernest Labrousse réalisés par Christophe Charles ou les actes de la recherche en sciences sociales. C'est en lien sur le site Paroles d'Histoire où vous retrouvez toutes nos émissions. Merci, très bonne année et très bonne écoute. Alors comment était Labrousse ? Comme professeur, dans la Sorbonne des années 40, 50 plutôt, hein. Enfin moi c'est ce que j'ai connu, mais il a enseigné à partir de 45 par là. Hein. C'était une parole qui rompait beaucoup avec les autres, hein, qui était éloquente, un peu parlementaire. Vous voyez, son éloquence était un petit peu celle du Parlement de l'époque, vous voyez, mais une parole qui cherche à convaincre. C'était, dans ses cours, on était toujours réveillés, hein, parce qu'il chiadait la formule. Il faisait comme tous les professeurs d'alors, il rédigeait ses cours. Donc il les lisait à peu près, mais on ne sentait pas la lecture du tout. Hein. Donc il y avait une parole de Labrousse qui était... les gens se précipitaient à ses cours. C'était plein à craquer, la salle Liard, l'amphi Richelieu, tout ça, c'était à la Sorbonne. C'était absolument plein à craquer. Et en même temps, sur le plan scientifique, il représentait quelque chose de très nouveau à l'époque après-guerre, hein, l'histoire économique et sociale. Voilà, introduire l'économie et le social dans l'histoire, ça paraît surprenant aujourd'hui, mais ça n'existait pas. Hein, ça n'existait pas. Il en a été le porteur, il en a été l'introducteur, et de ce point de vue-là, il a changé la pratique de l'histoire. Alors, il était très lié, pas dès le début. Je crois même qu'au début, il ne s'entendait pas trop avec Marc Bloch, surtout avec Lucien Febvre. Il ne s'entendait pas très bien avec Lucien Febvre. Mais enfin, Bloch, Febvre et Labrousse, qui était considéré comme un petit peu en dessous quand même. Il avait encore ses armes à faire par rapport aux deux autres. Ça a très bien marché ensemble. Hein. Il a travaillé aussi pour les Annales et par la suite, il a pris la succession de Marc Bloch à l'Institut d'histoire économique et sociale. Et par conséquent, il a joué un très grand rôle. Il avait beaucoup d'attrait. Tous les étudiants de ma génération se précipitaient pour avoir un mémoire de maîtrise avec Labrousse, faire une thèse avec Labrousse. Pierre Deyon, Jean-Nicolas, Emmanuel Leroy-Ladurie, Annie Kriegel, enfin, je pourrais en citer 10 comme ça. Hein, Corbin, par exemple, etc. etc. Corbin qui était déjà un petit peu... s'éloignait, hein, et qui finalement n'a pas soutenu véritablement avec Labrousse. Mais enfin, c'était une star. Voilà, hein. C'était une star de son temps, et oui, il avait énormément d'attrait, de succès. Et alors, en plus de ça, il aurait volontiers été chef d'école. Non pas qu'il réunissait ces gens, non pas du tout, alors là, absolument pas, mais au CNRS, il soutenait ses élèves quand même. Il leur disait, posez votre candidature, faites ci, faites ça. Et il nous soutenait. Hein. Et on savait, les gens savaient, alors il y avait des gens pour lesquels c'était au contraire contre-productif. Ils étaient contre Labrousse. Parce qu'il y a des gens qui ont été contre Labrousse. Ils ont vu dans Labrousse le marxisme, finalement. Hein. Et par conséquent, quelque chose qui était... Il fallait se méfier de tout ça. Donc, il n'a pas eu que des amis. Et ça n'était pas nécessairement productif d'être une élève ou un élève de Labrousse. Mais enfin, quand même, il a fait sa percée et la plupart de ses élèves s'en sont bien sortis.
Et est-ce que vous vous souvenez de son style en tant que directeur de thèse? C'est-à-dire, En tant que directeur de thèse? Est-ce qu'il lisait? Est-ce qu'il discutait? Est-ce que vous travailliez entièrement Non, seul? on le voyait très très peu. Comme tous les professeurs de cette époque-là, on lui demandait un rendez-vous, qu'il donnait toujours, hein, mais on n'osait pas trop le déranger. Si c'était tous les 6 mois, c'était vraiment tout, hein, absolument vraiment tout. Donc et pour définir le sujet de la thèse, il y avait eu quand même un moment d'entretien pour dire, ou est-ce que vraiment vous alliez le voir en disant je veux travailler sur les ouvriers et oui, non. Allez-y. Oui, non. Alors de ce point de vue-là, il donnait beaucoup plus de conseils. Quand j'ai voulu faire d'abord le diplôme, comme on disait, la maîtrise, quoi, je vais le trouver. Et mademoiselle, il demandait sur quoi voulez-vous travailler, hein, il posait, à tout le monde, il posait la question sur quoi voulez-vous travailler. Moi, je lui ai dit, monsieur, j'aimerais bien travailler sur le féminisme. Parce que Simone de Beauvoir, c'était en 1949. Simone de Beauvoir avait publié Le Deuxième Sexe, j'étais un peu ébloui, enfin voilà. Il m'a regardé gentiment, très gentiment, parce que c'était un homme très gentil. Il a ri et il m'a dit « Vous ne ferez pas carrière avec ça. » Non, mademoiselle, non. Travaillez donc plutôt sur les grèves. Hein, c'est lui qui m'a proposé. Et lui, il voulait savoir les grèves sous la monarchie de Juillet. Bon, très bien, restauration monarchie de Juillet. J'ai dit ok, j'ai pas dit ok, j'ai dit oui monsieur. Et j'ai fait ça. Et ça lui a beaucoup plu. Et c'est au fond comme ça qu'on est entré en relation, hein, et que par la suite, c'est lui qui me poussait, parce que moi, après l'agrégation, j'avais d'autres idées en tête, même pas faire de recherche, vivre ma vie, etc., etc. Et lui me disait, pensez à la thèse, faites votre thèse, il faut faire une thèse. Hein. Et quand il avait donc cet institut Marc Bloch à la Sorbonne, il avait un assistant de recherche qui était Paul Bois, qui est décédé depuis, et qui était un spécialiste plutôt de l'histoire de l'Ouest. Et quand Paul Bois a eu fini son temps, la Brousse m'a demandé, est-ce que vous voudriez lui succéder? Hein, c'était une époque incroyable, que d'ailleurs on n'apprécierait pas aujourd'hui, parce que l'idée qu'un patron puisse demander à quelqu'un de vivre son assistant, ça se fait plus, ça. Hein. Il faut maintenant qu'il y ait... C'est plus démocratique d'une certaine manière, des instances collectives, etc. Mais c'était comme ça dans ce temps-là. Quand on en bénéficiait, bon, on trouvait ça très bien. Hein. Donc, moi, j'étais très contente qu'il me demande ça, évidemment. J'étais ravie. Je lui ai dit, monsieur, bien sûr, avec grand bonheur. Et c'est comme ça que je suis devenue son assistante. Et que je l'ai été de 61 à 67, 6 ans, jusqu'à sa retraite. Et donc, c'est des années aussi où vous faisiez votre thèse. Et cette thèse, comment se passait une soutenance avec la Brousse? Comme toutes les soutenances. Il n'y avait absolument rien de différent des autres. La Brousse était du côté de son thésard, hein, le soutenant. Dans mon jury de thèse, il y a des gens qui étaient hostiles à ce que j'avais fait. Louis Girard, par exemple, ou d'autres, qui n'aimaient pas ce que j'avais fait. Et la Brousse, ça le gênait, ça le peinait. À la limite, il serait volontiers intervenu à ma place pour me défendre moi-même. Ça s'est très bien terminé, j'ai eu toutes les félicitations qu'on peut imaginer, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il faisait son boulot. Est-ce qu'il avait fait, comme aujourd'hui ça se fait, de relire des versions intermédiaires des chapitres avant, on va dire, rédaction finale? Oui, enfin, il a lu ma thèse avant, ça absolument, avant de l'accepter et tout, mais il m'a fait absolument rien refaire, rien. Hein. Il m'a dit, ça va, ça y est. Je me souviens d'ailleurs que je lui avais d'abord soumis une introduction. Alors là, je lui donne ça. Il me dit, mais écoutez, non, ça va, c'est bien, mais moi je veux voir le corps de la thèse. Hein. Ça, ce que vous me donnez là, ça me suffit pas du tout. Donc j'ai attendu un peu avant d'avoir, évidemment, c'était un peu ridicule d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'avais fait une introduction avant? Généralement, les introductions, ça se fait après. Et moi, je l'avais déjà faite. Bon, mais ça, il n'était pas content de ça. Il aurait voulu que je lui donne vraiment le corps de la thèse. Mais quand je lui ai donné,
il m'a dit ça va, c'est bien, on peut y aller. Voilà. Est-ce qu'il vous a aidé pour publier ? Oui. Ah oui, bien sûr. Il faut publier le plus vite possible, absolument. Autant avant la soutenance, il était un peu réticent. Faut pas publier des morceaux avant. Faut garder les choses pour la thèse elle-même. Alors évidemment, on pouvait faire une communication, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, bien sûr. Labrousse, d'ailleurs, poussait beaucoup ses élèves à aller dans les sociétés savantes, quelque chose qui n'existe plus guère, mais qui existait beaucoup dans les années 60, par exemple. Il y avait beaucoup de sociétés locales, il y avait un congrès de sociétés savantes. Et Labrousse, il avait un esprit missionnaire. C'est-à-dire qu'il voulait répandre l'histoire économique et sociale dans toute l'historiographie. Donc il disait à ses élèves, allez-y, et voilà. Mais la thèse elle-même, non, ça, il fallait qu'elle soit intégralement, enfin, la publier intégralement, mais là, il soutenait beaucoup ses élèves. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.